Salah, Emiliano Salah, Emiliano Salah, Emiliano Salah, Emiliano Salah. Auteur de ses 133 matchs et ses 48 buts avec les couleurs du FC Nantes. Tu as fait pleurer des gens, tu as fait sourire le public du FC Nantes. Tous tes coéquipiers ont une pensée pour toi. Tu es à quelques kilomètres de la Beauchoire, toujours en disparition. Et pourquoi tu nous envoies pas de message? Parce que tu n'es peut-être plus là. Emiliano Salah, Emiliano Salah, le numéro 9, l'emblématique du FC Nantes. De ces 3 dernières années, tu as fait chanter le FC Nantes. Emiliano Salah, Emiliano Salah, Emiliano Salah, Emiliano Salah, Emiliano Salah, Valentin Rongier, Nicolas Palois, Tata Rossano, Yacine Bamou sont là pour penser à toi. Tous les joueurs du FC Nantes, ils sont tous là pour chanter la chanson Emiliano Salah, Emiliano Salah, Emiliano Salah, Emiliano Salah, Emiliano Salah. Nous avons plus de nouvelles de toi, ça fait plus de 24 heures. On a presque plus d'espoir à porter notre couleur. Et tu sais que tous les fans sont là et tous les supporters chantent pour toi, car tu étais un attaquant qu'on n'avait pas autant. Emiliano Salah, Emiliano Salah, Emiliano Salah. On pense à toi. Emiliano Salah, Emiliano Salah. Tu sais, tu as marqué la Beaujoire et tes coups de tête ont frappé plein de lucarnes. Et moi j'allais avec mon père pour t'encourager. Un jour je kifferais à la Genelière pour trouver ce que tu es. Tu étais un battant, tu étais l'enfant de tous les enfants qu'on pouvait appeler Salah. Tous les gens achetaient ton maillot, car tu étais le buteur et tu as mouillé notre couleur. Emiliano Salah, tu nous manques tant. Tu es l'enfant du club. Emiliano Salah, tu nous manques tant. Tu manques tant. Emiliano Salah. Emiliano Salah. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Forcément, on va revenir sur cette tragédie avec la disparition d'Emiliano Salah. On voulait faire une petite dédicace avec cette chanson de Dylan La Passade. Et on va bien sûr revenir sur tout ce qui s'est passé en Ligue 1 avec également la 23e journée qui avait lieu ce week-end. On reviendra également avec la Ligue 2, avec le Football Club Sochaux Montbéliard et la victoire face à Clermont. On parlera également, on sera avec Jérôme Villedieu qu'on a vu chez nos confrères de l'Est républicain avec quelques articles il n'y a pas très longtemps, qui serait potentiellement un candidat à la reprise du FC Sochaux-Montbéliard. On en parlera avec lui. On reviendra également sur tout ce qui s'est passé. Bon, National 3, National 2, ça va être compliqué car il n'y a pas eu beaucoup de matchs ce week-end. Beaucoup ont été reportés par la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. On verra avec monsieur Frédéric Fitch
ce qui s'est passé du côté de la Nationale 2, peut-être des matchs amicaux, peut-être des matchs de championnat également, car on en a vu, notamment du côté du CA Pontarlier qui a fait une belle opération ce week-end, on en reparlera. On parlera également handball avec le SBF qui s'est imposé, qui s'est imposé du côté de la Russie face au Kuban Krasnodar d'un petit but, on en reparlera également, car il y aura un gros match dimanche prochain au Palais des Sports. On reviendra également sur la victoire du Grand Besançon du handball, c'était pour le match de championnat qui avait lieu ce week-end au Palais des Sports. On reviendra également sur le Bezac, et ça c'est du basket, avec une victoire et également. Eh bien, je pense qu'on va déjà commencer cette émission. Alors juste, je vais faire un petit message. Donc je vais embrasser très fort Luna qui est arrivée parmi nous il y a peu de temps. Donc félicitations à la maman Cindy et puis au papa Romain. Luna a quelques jours, elle est arrivée jeudi dernier, donc je les embrasse bien évidemment tous les trois. On va poursuivre cette émission et on va déjà parler un petit peu football féminin, mais déjà avant, on va déjà dire bonjour à Monsieur Fred. Alors Fred, on va voir, je ne sais pas quel est ton micro, on va voir si c'est celui-là. Allez, tapote un petit peu dessus. Allô. Ça doit être le 2. Vas-y. Salut Fred et bonsoir à tous. Allô, c'est pour le téléphone, hein? Ah oui, c'est pour... Allô, docteur, qui est à l'appareil? Non, c'est la dame des PTT. Oui, c'est ça, la dame des PTT. Bon, on dit plus les PTT, mais on dit un autre mot. C'est plutôt un fruit maintenant, mais... Allez, on va... Ça va, Fred? Passer un beau week-end? Nickel, oui, il n'y avait pas eu de football, donc c'était nickel. Il y avait un peu de football quand même en Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1. Au niveau foot byzantin, c'était... C'est ça, il plat, n'y a pas eu de foot dans la capitale comtoise. On va commencer cette émission par du football, bien évidemment, et du football féminin. On va vous donner justement les résultats de ce qui s'est passé ce week-end. C'était ce samedi 2 février. C'était la 16e journée avec Guingamp qui s'est imposé face à Rodez 3-0. Le FC Metz est allé s'imposer du côté de Soyo, non pas Sochaux. Il y a une équipe féminine à Sochaux, mais c'est en 12-13 ans, il me semble, si je ne me trompe pas. Et cela, c'était du côté de Soyo. Dijon, l'équipe de Dijon s'est imposée face à Lille 1-0. Le Paris Saint-Germain s'est imposé largement face à Montpellier 4-0 avec un superbe but dans cette rencontre. Vous pouvez même voir Olivier Echouafny qui joue les bras et qui dit aïe aïe aïe, un peu comme avait fait Zidane quand il y avait eu ce fameux but. Et c'est vrai que c'est un but exceptionnel. Allez le revoir, PSG Montpellier. Fleury-Bordeaux, lui, a été reporté à une date ultérieure. Et ce dimanche 3 février, il devait y avoir Paris FC Olympique Lyonnais. Et cette rencontre a été, elle également, reportée. On va vous donner le classement dans cette division 1 féminine avec en tête le Paris Saint-Germain d'Olivier Echouafny avec 44 points. Lyon est deuxième avec 43 points. On retrouve ensuite troisième Bordeaux, quatrième Montpellier. Et en dernière position, on va retrouver en 11e position Lille et également 12e Rodez avec 8 petits points. On va s'intéresser cette fois-ci à ce qui s'est passé en Ligue 1 chez les garçons. On va regarder justement tous les résultats de week-end. Bon, Fred, tu as suivi un petit peu la Ligue 1 ce week-end? Oui, pas trop. Oui, un peu. Oui. Tu étais affûté? Tu as pu regarder ce qui s'est passé sur tous les terrains? J'ai pu regarder, oui. Alors, quel match t'as le plus... sur tous les matchs que tu as vus ce week-end, quel match t'as le plus emballé? Celui d'hier, le match entre Lyon et Paris Saint-Germain. Il était sympa. Comme beaucoup d'entre nous, je pense aussi. C'est vrai que c'était il faut le dire, un très bon match, de Ligue 1 avec, on regardera ce qui s'est passé justement, qui s'est imposé entre Lyon et le Paris Saint-Germain, mais ça sera pour la dernière rencontre de cette 23e journée. On va juste revenir également sur les dernières nouvelles forcément tragiques concernant Emiliano Sala. L'avion a été localisé à peu près 70 mètres de profondeur. Un corps a été également retrouvé, en tout cas a été signalé. Après, on ne sait pas s'il s'agit du pilote ou s'il s'agit d'Emiliano Sala. Mais en tout cas, les supportrices et supporters de Nantes ont fait un vibrant hommage. C'était un très très bel hommage ce mercredi 30 janvier. C'était pour le compte de la 22e journée. Le match n'avait pas pu se tenir forcément. Avec le match nul à un but partout, mais on va dire que c'est secondaire vu forcément la disparition d'Emiliano Sala. Mais vous allez justement écouter l'ambiance du côté de la Beaujoire. C'était
C'était une superbe ambiance pour justement rendre hommage au buteur italo-argentin Emiliano Sala. Mouvant, je crois, pour tout le monde. Je pense que Emiliano restera dans le cœur de tous les Nantais. J'étais très ému et un public d'enfer, là, qui a vraiment chanté son nom pendant quasiment toute la partie. Soirée triste, très triste. Un beau match de foot quand même. Mais ouais, le cœur y était. Ce deuil et mémoire sur Emiliano, il sera toujours gravé dans notre cœur. On n'oubliera jamais ce garçon. C'est vraiment un garçon, c'était un garçon exceptionnel. Mouvant, je crois, pour tout le monde. Je pense que Emiliano restera dans le cœur de tous les Nantais. J'étais très ému et un public d'enfer, là, qui a vraiment chanté son nom pendant quasiment toute la partie. Soirée triste, très triste. Un beau match de foot quand même. Mais ouais, le cœur y était. Ce deuil et mémoire sur Emiliano, il sera toujours gravé dans notre cœur. On n'oubliera jamais ce garçon. C'est vraiment un garçon, c'était un garçon exceptionnel. C'était justement les supportrices et supporters du FC Nantes qui rendaient forcément hommage à leur ancien buteur italo-argentin Emiliano Sala. On va ouvrir tout d'abord cette 23e journée de Ligue 1. On va avec bien évidemment le jingle qui va bien. On débute cette 23e journée de Ligue 1 avec tout d'abord ce qui s'est passé du côté de Lille. C'était le match avancé de ce vendredi. Lille recevait l'OGC Nice. Avec tout d'abord, on va écouter la réaction du président Gauthier Ganaï, nouveau président de l'OGC Nice. Justement, il revient sur le trading des joueurs. Vous allez écouter ce qu'il dit. J'ai entendu parler beaucoup de trading de joueurs dans les dernières semaines. Trading de joueurs, c'est pas un gros mot. Hein. Je veux dire, tout club aujourd'hui, le premier poste de la majorité des clubs, c'est le trading joueur. Nous aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est le succès sportif qu'a eu l'OGC Nice sur le terrain. Ça va être de le convertir en augmentation des recettes, afin d'être un petit peu moins dépendant du trading de joueurs. Mais il y aura toujours du trading de joueurs. Or, quand on est dans une activité de trading de joueurs, effectivement, l'investissement sur les joueurs de moins de 25 ans, l'investissement sur l'académie, c'est les deux dossiers les plus importants. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais un joueur de 26 ans à la réputation internationale? Bien sûr que non. Faut être ouvert à tout. Il y a des choses, encore une fois, je le dis, il n'y a pas de révolution. C'était un système qui était déjà en place et qui marche très bien. L'OGC Nice l'a fait depuis de nombreuses années. Le travail qui a été fait, c'est exactement dans ce sens-là. Donc on va continuer dans cette voie.
On va regarder comment l'équipe de recrutement travaille. Bien sûr qu'on va continuer de s'appuyer sur le centre de formation au maximum. Bien sûr qu'on va investir dans des jeunes talents. Mais quand on dit jeunes talents, vous mentionnez les exemples de Lille. Et souvent on utilise le mot expérience. Mais c'est quoi l'expérience ? C'est, pour moi, un joueur qui a 21 ans et qui a déjà joué 100 matchs en professionnel, il a plus d'expérience qu'un joueur de 26 ans qu'on a peut-être joué moins. Donc voilà, l'âge n'est pas toujours le bon critère. Je suis bien placé pour en parler. Il est bien passé pour en parler. Gauthier Ganaï ou Ganaye, après on verra bien comment ça se prononce. Le nouveau président de l'OGC Nice, vous savez que le club de Nice a plusieurs actionnaires également, donc il parlait justement du trading de joueurs. Le trading, c'est la vente, et en tout cas la revente des jeunes joueurs. Justement, il revenait sur cet épisode à la question qu'on lui avait sans doute posée. On va s'intéresser cette fois-ci à la rencontre entre Lille et l'OGC Nice, avec une victoire sans appel de Lille 4-0. Des buts signés Raphaël Léo à la 7e minute de jeu, Nicolas Pépé de nouveau 37e minute de jeu. Ensuite, c'est Jonathan Bamba 75e et Loïc Rémy à la 90e minute de jeu qui parachève le score assez large de cette équipe de Lille 4-0. Nice n'a rien pu faire dans cette rencontre, justement, c'est ce que Christophe Galtier lui dit, on n'est pas programmé pour être là. Et Patrick Vieira, il fait le constat que Lille était tout simplement supérieur ce soir. L'évidence, c'est qu'on est sur un bon rythme. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas programmé pour ça. Du moins, on n'était pas programmé pour ça. Maintenant, j'entends beaucoup mes joueurs. J'ai évidemment écouté José Fonté lors de l'année Point Presse parler de... C'est ça. Moi, je me dois avoir bien les pieds sur terre et de maintenir tout le monde les pieds sur terre. Mais aussi, je me dois de faire en sorte que mes joueurs restent ambitieux, ils le sont. Il faut rester concentré sur ce que l'on fait et sur ce que l'on doit faire. Maintenir un niveau d'exigence incroyable pour que cette jeune équipe puisse s'exprimer et prendre plaisir à jouer comme elle a pris ce soir. Elle a pris beaucoup de plaisir. Mais le plaisir qu'on a pu ressentir à un certain moment, j'ai vu qu'il y avait du plaisir autour du terrain, dans les tribunes. C'est aussi le fruit de beaucoup d'efforts consentis par les uns et par les autres, par mon groupe. Non, pas en colère, parce qu'on était sur le terrain, on a essayé de faire le match qu'il fallait, on a essayé de mettre en place ce qu'on a travaillé toute la semaine. Mais je pense que cette équipe lilloise est beaucoup plus forte que nous et on peut avoir des regrets parce que je pense qu'on a manqué un peu d'agressivité dans le bon sens du terme. Je pense qu'on a été un peu trop spectateurs ce soir et malheureusement ça nous a coûté cher. Le résultat est une chose, après il y a ce carton rouge que je trouve incompréhensible. L'arbitre était à 2 mètres, il savait très bien qu'il n'y avait pas d'agressivité dans le geste de Pierre. Et puis là, il va voir avec la VAR pour vérifier, et il revient en mettant le carton rouge. C'est incompréhensible, sincèrement incompréhensible, parce qu'il était à 2 mètres de l'action. Et pour moi, c'est un carton que je comprends pas, quoi. C'est un carton qu'il ne comprend pas, justement, Patrick Vieira. Mais en tout cas, Lille s'est imposé assez largement. On va se diriger maintenant voir les rencontres qui avaient lieu ce samedi à partir de 20h. Il n'y avait pas de match à 17h. Et également Monaco qui recevait Toulouse. Pour Monaco avec Leonardo Jardim sur le banc. C'était son premier match, on va dire, avec son retour. Et ça s'est bien passé pour cette équipe de Monaco qui a pris ses 3 points avec notamment un but dès la 15e minute de jeu de Golovin. Et il y avait également Christophe Julien qui a égalisé pour Toulouse à la 20e minute de jeu avant que Cesc Fabregas n'égalise à la 62e minute de jeu. Et ça fait 2-1. La joie forcément de Leonardo Jardim à la fin de cette rencontre. Mais on va écouter le défenseur central de cette équipe de Monaco, Kamil Glik, qui lui revient sur le fait que cette équipe de Monaco a fait un petit pas de plus vers le maintien. Et Mathieu Dosevi, côté toulousain, lui qui est forcément il est mécontent. Hein. Il dit simplement on réagit quand on prend un but.
Oui, on a fait un petit passe importante aujourd'hui. Je crois que nous avons lutté dans la première dernière minute. Et je crois que ça c'est la route bonne pour aller à notre objectif. Oui. Le coach dit aussi que maintenant on a besoin de penser seulement des futurs. Les choses qui sont passées nous laissent derrière. Maintenant, il nous reste 15 matchs encore pour nous et nous avons besoin toujours beaucoup de points pour aller à l'objectif. Mais comme je dis, je crois que nous avons fait un petit pas à Guingamp déjà. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est la chose plus importante, c'est son 3 points et nous sommes vraiment très contents. Et non, nous les joueurs avec beaucoup de talent, les gens sont avec beaucoup de talent. Mais c'est aussi normal que cette situation, tu as besoin peut-être un peu plus, quelquefois, de plus d'expérience, de plus quelque chose de plus, mais les gens de notre équipe restent toujours avec beaucoup de talent. Je suis sûr qu'ils vont se plaisir, mais peut-être prochaine année ou cette année aussi, mais comme tous les gens de tout le monde ont besoin d'un peu de temps. Plus d'ambition dans le jeu, c'est ça qui est chiant. On a une équipe pour jouer, on a des bons joueurs, mais on est trop timide, on ne ressort pas un ballon. On n'arrive pas. Forcément, quand tu subis trop, ce qui doit arriver arriva, quoi. On subit, après on n'est pas à l'abri de prendre un but, et c'est ce qui arrive. Et après, une fois qu'on a pris le but, c'était un peu mieux, donc c'est ça qui est chiant, on est obligé de prendre un but pour se volter un peu. Donc franchement, c'est chiant, il faut qu'on travaille dessus. Il n'est pas très content, Mathieu de Séville, justement, de l'attitude de son équipe. Il va falloir travailler, comme il le dit si bien. On va passer cette fois-ci à une autre rencontre et on va du côté de Rennes. Donc là, on était dans le sud. On remonte vers la Bretagne avec Rennes qui recevait Amiens. Et ça s'est bien passé pour justement les Rennais qui s'imposent 1-0, un but de Mehdi Zéphane à la 82e minute de jeu. Ça suffit au bonheur des hommes de Julien Stéphan, un petit but et c'est synonyme de 3 points. On va écouter justement le buteur de cette équipe de Rennes, Mehdi Zéphane, le défenseur. Vous allez voir, il raconte simplement son but, comment il est arrivé, comment il s'est construit. Et également, on va écouter Prince Guano. Alors là, il va falloir ouvrir grand les oreilles parce qu'il ne parle pas très fort. Donc j'ai essayé de monter le son tant que je pouvais, mais ça a été un petit peu compliqué. Vous allez voir, il dit simplement on a pris ce but trop vite, trop vite. On l'a pris pas forcément trop vite car il est arrivé à la 90e minute de jeu, mais il n'aurait pas en tous les cas dû prendre ce pion, on va dire. Ce but, ce pion. Ouais, ça se dit aussi ce pion. Allez, c'est parti. Ouais, non, c'est bien, c'est surtout bien pour l'équipe parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est un match assez laborieux. Donc si ça peut aider l'équipe à prendre les 3 points et à bien démarrer ce mois de février, c'est sûr que j'en suis très content. Voilà, après, on a une grosse série qui arrive, donc c'est bien de commencer par une victoire. C'est une action qui part de loin avec Clément sur mon côté, je la demande. Ça part de l'autre côté, je me dis que voilà, faut suivre au cas où, et je sais qu'Mbaye il la met souvent à cet endroit-là. Ça a souri, tant mieux pour tout le monde. C'était une bonne mi-temps, très bonne première mi-temps. Ensuite on est revenu dans la deuxième période un peu avec un degré en dessous de ce qu'on a pu proposer durant la première mi-temps. Et bon, on a su faire un bloc jusqu'à la 80e minute où on a fait ce but là, vraiment qui fait très mal. C'était Prince Guano, donc je ne sais pas si vous avez bien entendu, bon, c'était compliqué de trouver des réactions du côté d'Amiens, donc j'ai eu celle-ci, donc désolé pour la qualité du son. On va s'intéresser cette fois-ci à une autre rencontre qui avait lieu toujours ce samedi à partir de 20h, c'était Angers qui recevait Dijon. Et c'est Angers qui va s'imposer dans cette rencontre. Un petit but à 0, comme les Rennais. Un but de Baoken, l'ancien Strasbourgeois, à la 27e minute de jeu. Et ça fait 3 points pour les hommes de Stéphane... Pas de Stéphane Moulin, non, c'était Stéphane Baoken. Mais là, c'est justement la réaction... j'ai perdu le prénom de l'entraîneur d'Angers. Tu vas me le redonner ?
c'est Stéphane Allez. Moulin. Stéphane Moulin. Bah si, j'avais raison, alors j'ai pas dit Stéphane. Par contre, avec Pascal Moulin, oui. C'est ce que j'ai mis sur ma feuille. J'ai mis Pascal Moulin, qui est l'entraîneur de l'équipe de Jura Sud Foot, que l'on salue bien évidemment. Et d'ailleurs, Fred nous dira enfin, justement, quand ça sera la partie nationale 2, si l'équipe de Jura Sud a joué ce week-end. Mais là, c'est bien Stéphane Moulin qui indique qu'il n'est pas forcément, quand on lui parle du parcours d'Angers, il dit simplement 2 défaites en 11 matchs. C'est tout de même un bon parcours. Et Antoine Comboiré, lui parle d'une défaite qui fait très mal. Moi, je me base sur un nombre de points. J'espère qu'on arrive rapidement aux 40 points parce que je pense que cette année, 40 points devraient suffire pour renouveler notre bail et atteindre notre objectif. Donc, que ça bascule une fois pour nous, et c'était pas hold-up. C'est vrai que c'était équilibré, mais bon, ça va, on n'a rien volé, je crois. Donc, on va pas toujours dire qu'on mérite pas quand on a, et puis qu'on méritait mieux quand on n'a pas. Ce soir, on a gagné, pour moi, en toute logique. Voilà, franchement, je sais pas combien il y a eu d'occasions. Moi, j'ai pas souvenir que Butel ait un arrêt à faire. Je me rappelle pas. Donc, je crois que la victoire est logique, même si elle a été dure, mais comme on s'y attendait. On n'a pas dominé le match de la tête et des épaules, mais ils étaient sur une vraie dynamique. Ils ont mis 8 buts dans les 2 derniers matchs. Donc, voilà. Ne pas avoir concédé d'occasion face à cette équipe sur le plan offensif, c'est bien. Non, je suis très satisfait. C'est une 2e victoire de suite à domicile. Et c'est sur les 11 derniers matchs, parce que encore une fois, je l'ai dit avant le match, on n'est pas 5e, on n'est pas 6e, on est 13e ce soir. Mais sur les 11 derniers matchs, on a perdu 2 fois. Donc quand j'entends que c'est une période très compliquée pour nous, on est dans le doute, je crois qu'il faut un petit peu remettre les choses à leur place. Une défaite qui fait très mal. On a du mal à digérer, on a du mal à comprendre. J'ai vu donc de la colère dans le vestiaire, même de la révolte, et j'ai aimé cette réaction dans le vestiaire. Ça voulait dire que on a le sentiment qu'on n'est pas passé loin de quelque chose. Voilà. Alors on a bien joué au foot. On a pu tenir ce ballon, vraiment amener donc le ballon aux abords de la surface adverse, mais on n'a jamais réussi à faire les différences. On n'a jamais réussi à faire la différence, en tout cas les différences pour Antoine Comboiré dans cette rencontre. Et c'est une défaite pour les Dijonnais. On vous donnera le classement tout à l'heure de cette équipe de Dijon et celle d'Angers également. Maintenant, on va s'intéresser à une dernière rencontre qui avait lieu donc ce samedi à 20h. C'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui devait se reprendre du côté de Reims. Jamais facile d'aller s'imposer du côté de Reims. Et en tout cas, les hommes de Rudy Garcia en ont fait les frais car ils se sont inclinés du côté de Reims avec un très bon gardien de but rémois. Et ça commence par l'ouverture du score par Dengom à la 21e minute de jeu. Avant que justement Suk Yoon Jun, 68e minute de jeu, ne marque le 2e but. Il est parti dans le dos des défenseurs marseillais et il s'impose devant Mandanda. Et également Clinton N'Jie, le Marseillais qui lui devait partir au Mercato et finalement qui est resté. Car Mitroglou, lui, est parti du côté de la Turquie. Et c'est finalement N'Jie à la 86e minute de jeu qui marque de la tête, une belle tête. Tête-épaule, on va dire, parce qu'elle touche un petit peu l'épaule, mais en tout cas, elle finit au fond des filets. Mais Marseille ne peut que réduire le score. Et c'est Reims qui empoche les 3 points. Décidément, cette équipe de l'Olympique de Marseille n'y arrive pas. Et on va écouter les réactions de l'entraîneur de Reims, David Guillon, qui revient sur la très belle performance de son équipe. Et également, on va écouter Rudy Garcia, qui compare notamment sur un des 2 buts où les 2 défenseurs se prennent les pieds dans le tapis. La balle tape sur un, retape sur l'autre et finalement, ce ballon va finir au fond des filets. Et vous allez écouter, il y a de quoi rire jaune, comme il le dit si bien Rudy Garcia.
Le sentiment, c'est surtout on continue notre marche en avant. C'était ce que j'avais demandé à mes joueurs. Donc, en effet, c'est cette victoire, c'est ces 3 points. Bien sûr contre un adversaire prestigieux, mais c'est surtout de cette marche en avant qui prédomine ce soir. Ça veut dire que sur un match, on est capable de se mettre à des niveaux intéressants. Je sais que mon équipe progresse, je sais qu'elle avance bien. Donc, on l'a encore vu à travers un match comme ça, face à un adversaire prestigieux. Je vous rappelle qu'il y a 6 mois, c'était pratiquement la même équipe et encore renforcée, puisque là, il y a Balotelli en plus. Il y a 6 mois, cette équipe était finaliste de l'Europa League. Donc, voilà, c'est vraiment, encore une fois, une très belle performance de mon équipe. Je l'explique parce que on n'a fait que 15 bonnes minutes en première période, les 15 premières, et que 15 bonnes minutes en deuxième période, les dernières. Je l'explique parce qu'on a été trop en réaction, il a fallu qu'on prenne un deuxième but pour qu'enfin on se réveille, on pousse, on égalise, c'est un lapsus, on réduise le score, et puis ensuite on est tombé sur un très très grand gardien qui a fait des arrêts de grande classe, notamment sur la frappe d'Ocampos en pleine lucarne. On perd aussi parce qu'on aurait dû jouer à 11 contre 10 pendant 30 minutes, sur la faute sur Lucas Ocampos. Et puis on perd parce qu'on prend 2 buts contrés par nos défenseurs. Donc ça, c'est peut-être un manque de réussite, je dis seulement peut-être. Et on perd aussi parce qu'on fait des erreurs défensives, parce qu'avant ces tirs contrés, on a très mal défendu sur pratiquement la seule occasion de Reims en première période. Et on l'a très mal défendu sur la deuxième. C'est même, ça devient même, il y a de quoi rire jaune comme on dit, parce que regardez le deuxième but, c'est un dégagement qui est sur nous, on fait une tête sur un coéquipier, ça part en profondeur, et puis après on a un ballon contré que Steve aurait arrêté. Bon voilà, c'est comme ça, c'est une série difficile qui continue, donc maintenant on n'a pas le temps de se lamenter, il faut gagner mardi, ça vient vite. Pendant que Bordeaux s'est reposé, nous on a cravaché ici pour revenir au moins avec un point, on n'a pas réussi à le faire. Ils n'ont pas réussi à le faire, les Marseillais, et forcément, cette équipe de l'Olympique de Marseille glisse tout doucement au classement. Et on en reparlera tout à l'heure du classement des Marseillais. On va s'orienter cette fois-ci vers les matchs qui avaient lieu ce dimanche à partir de 15h. Et là, il y avait le gros derby entre Nîmes et Montpellier. Il y avait déjà eu dans la semaine d'avant, le derby par Nîmes-Montpellier, mais en Gambardella. Et c'est Montpellier qui s'était imposé d'ailleurs au tir au but et c'était assez sympa. Il y avait eu un reportage d'ailleurs, je ne sais plus si c'était chez Bein Sport que j'ai vu ça, mais il me semble que c'est chez Bein. Oui, c'était hier matin, oui, dans l'émission bien évidemment de Florian Janton et également avec Luis Fernandez, où justement il revenait sur la Coupe Gambardella avec des anciens Nîmois, des anciens Montpelliérains, des joueurs qui avaient joué dans les deux clubs et forcément c'était assez sympathique, il y avait une superbe ambiance malgré la fin du match où certains jeunes joueurs de Montpellier ont été chambrés les Nîmois. Bon, je trouve pas ça très sympa et très correct. Donc, c'est comme ça, mais voilà, moi j'aime pas trop voir ce genre d'image-là. Il faut rester correct. On gagne, c'est certes, mais il faut rester en tous les cas correct, ne pas aller chambrer en tout cas les supporters adverses. Mais ce qui s'est passé justement dans le derby cette fois-ci, un derby qui est synonyme de match nul, car c'est Loïc Landre pourtant qui va marquer très tôt dans cette rencontre, dès la 2e minute de jeu. Ça fait 1-0 pour les Nîmois. Et finalement, Andy Delors va marquer à la 73e minute de jeu, même 74e on peut dire. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il y a la 74e minute de jeu du côté de la Mosson, mon cher Fred ? Tu ne sais pas ? Non, franchement. Il y a une série, il y a des applaudissements en faveur de Louis Nicolin, l'ancien président de Montpellier. J'ai eu la chance de rencontrer une fois, il y a quelques années en plus, le président. Tu l'as rencontré en personne, oui. Loulou Nicolin. C'était un match de Coupe de la Ligue contre Racing Besançon en plus. C'était quand on était descendu de Ligue 2 il y a une quinzaine d'années. Donc. Bon, je pense que c'était un moment très sympa parce que c'était quelqu'un. Il m'a offert un maillot du Montpellier Héros en plus. Bon, c'était quelqu'un de très sympathique. J'étais avec ma mère. Et ben voilà, donc t'es reparti avec un maillot en tout cas.
En tout cas, on va voir. Vous allez voir justement que ce scénario, en tous les cas, avec tout d'abord la réaction, ça fait un partout. Je vous ai donné les buteurs, c'est bon. Et avec tout d'abord la réaction de Bernard Blacard qui lui parle d'un nul équitable entre les deux équipes. Et Michel Derzakarian, en fait, il revient sur le fait que Loulou les a aidés en poussant le ballon, car c'est arrivé à la, comme on le dit, 73e, 74e minute de jeu. Et vous allez justement les écouter tous les deux. Oui, Paul a fait les 2 arrêts qu'il fallait, ou l'arrêt qu'il fallait. Voilà, je pense que c'est un nul à peu près équilibré. Dommage que la VAR existe cette année. Mais non, je dis ça en plaisantant, c'est bien, la VAR c'est bien. Qu'elle soit utilisée un peu pour nous de temps en temps, ça serait bien aussi. Mais c'est un match nul à peu près logique. Chaque équipe a eu peu d'occasions de but. Le regret, c'est les 2 ballons de 2-0 qu'on a en début de deuxième mi-temps. Voilà, si on doit avoir un regret, c'est celui-là. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Après, je pense qu'en termes de football, en termes de technique, ça a été un match très moyen. Mais c'est surtout dû à l'engagement des 2 équipes qui ont mis beaucoup d'intensité à la récupération du ballon des 2 côtés. Craquer, je sais pas, mais inconsciemment, on ressort un peu moins les ballons. Inconsciemment, on les repère plus vite. Donc la rentrée de Skuletic nous a fait du mal parce que voilà, il met du gabarit, un point de fixation, à un moment donné où il y a un peu de fatigue et voilà. On est content d'avoir 30 points, il nous en manque une dizaine, donc on va essayer d'aller les chercher rapidement. Non, on est content d'avoir 30 points, même si on est un petit peu déçu de ne pas avoir gagné ce soir. 30 points, 23 matchs. Bon, si on continue à ce rythme-là, on peut être sauvé à quelques matchs de la fin. C'est un bon point quand on est mené 1-0 et quand on a les ressources pour revenir dans le match et on aurait même pu le gagner. Parce qu'on a fait une deuxième mi-temps beaucoup plus conséquente que la première, avec beaucoup plus de justesse dans notre jeu et beaucoup plus de présence dans les 16 mètres, que ce soit techniquement, que ce soit dans les courses, c'était beaucoup mieux que ce qu'on a fait en première mi-temps. Je pense qu'il était derrière nous, Loulou, et c'est peut-être lui qui a marqué avec son petit coup de ventre. Le pauvre, il nous a quittés à Nîmes. Il nous a permis de marquer peut-être ce but ce soir. On est sur le 5e match, ou 4e, 5e. C'est une défaite et c'est un bon point parce que si on veut rester dans la lutte finale pour les 4-5 premières places, il faut prendre des points et avancer. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. C'est dommage que les Nîmois sont venus au match aller et que nos supporters n'ont pas pu venir nous supporter. Hier soir, on les a croisés avant de partir au vert et je pense qu'ils doivent être contents de la prestation qu'on a fait, surtout sur la deuxième mi-temps, sur un terrain très très difficile à jouer. C'était pas simple à pratiquer du bon football là-dessus. Pas forcément simple de pratiquer du beau football, comme le dit Michel Derzakarian. C'est vrai que la pelouse laissait à désirer. Mais vous l'avez entendu également rappeler que les supporters de Montpellier n'ont pas pu se rendre à cette rencontre, car le préfet du Gard avait pris un arrêté, alors que l'inverse, comme il l'a rappelé, les Nîmois s'étaient rendus du côté de la Mosson. Et avait... Attends, Fred, attends, faut... Voilà. Attends, t'as pas le micro là. T'emballes pas, fais-moi signe quand tu veux dire quelque chose, que je suis obligé de couper les micros de temps en temps. Voilà, on a tout dit pour les auditeurs, ils savent comment ça se passe maintenant ici. Oui Fred, dis-nous. Aux incidents du match aller qu'il y a eu au stade de la Mosson. C'est ça, la rencontre avait été arrêtée car je crois que les supporters nîmois avaient piqué la bâche des supporters de la Mosson, c'est pas ça ? Il me semble bien qu'il y avait une histoire de bâche. Allez, on va écouter en tous les cas Gaëtan Laborde qui revenait justement sur cette rencontre et sur le but justement d'Andy Delors, mais surtout pour le président Loulou Nicolin. Écoutez-le. On le prend plutôt bien, on va dire ça, parce qu'on revient au score. Maintenant, c'est vrai qu'on n'était pas très content de notre première mi-temps, sur des conditions un peu difficiles, mais on sait qu'on peut mieux faire. On l'a montré en deuxième mi-temps. On a bien réagi, mais c'est vrai que on est forcément un peu frustré sur la fin de match. C'est fou, il m'a dit ça quand on a fini le match. Il m'a dit putain, j'ai marqué à la 474.
c'est vraiment un joli clin d'œil pour ce grand monsieur. C'est ça, en plus il y a pas mal de vent, donc peut-être qu'il a joué un peu dessus, on ne sait pas, mais en tout cas on est très heureux. Ouais, c'est vrai que ce match est avant tout aussi pour les supporters, c'est vrai que c'est très important pour eux. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment battu pour eux, et puis on est content d'avoir pu égaliser. Maintenant, il va falloir bien réagir, surtout prendre les 3 points contre Monaco. Prendre 3 points contre Monaco, c'est le prochain match des Montpelliérains. Et on va écouter également Paul Bernardoni, le gardien de cette équipe de Nîmes, qui a réalisé un superbe dernier arrêt qui aurait pu sans doute donner la victoire à cette équipe de Montpellier. Heureux parce que ça nous permet quand même de garder le nul. Après on est frustré parce qu'on a mené tout le match. Ça a été un match assez particulier parce que voilà, c'est un derby. Je pense que le jeu n'y était pas, mais on a tout donné. Le public l'a vu et je suis très heureux d'avoir réalisé cette parade à la fin. Mais je suis fier des mecs aujourd'hui parce que franchement, on a réalisé une belle performance collective en termes défensifs, même dans l'engagement, et on a su concrétiser le peu d'occasions qu'on avait. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi et on est quand même frustré un petit peu. Moi je dis toujours que bien sûr que ça vaut un but, quand on est gardien on aime ça, mais j'aurais préféré qu'on gagne 2-1 honnêtement, mais c'est comme ça et je suis bien content de l'avoir fait. Oui, clairement, honnêtement, on a beaucoup plus subi. On a bien entamé le match, on a eu 2-3 occasions. Et après, c'est vrai qu'on a pas mal subi. Peut-être qu'on a payé nos efforts, je sais pas trop, il faudrait que je revoie le match. Mais bon, on est aussi tombé face à une belle équipe qui faut le dire, je pense que ça va jouer le top 10, voire même le top 5. Donc honnêtement, aujourd'hui, on a aussi passé la barre des 30 points. Et je pense que mentalement, c'est aussi important. Et la mission continue. Oui, mais avec une légère déception quand même, parce que pour nos supporters qui ont été juste fantastiques, franchement, c'est vrai que c'est frustrant. Oui, c'est frustrant parce que c'est vrai qu'il y a une superbe ambiance du côté du stade des Costières. Et en tous les cas, c'était un derby qui a tenu toutes ses promesses, qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Il y aurait dû avoir un match du côté de l'AS Saint-Étienne face à Strasbourg et ce match a été reporté. Tu en connais les raisons, Fred ? Allez, je te laisse. Parce qu'il a beaucoup neigé. C'est ça. Ils ont pu faire des... Rhône-Alpes. Voilà, ils ont pu s'amuser dans la neige, mais c'était trop compliqué pour jouer au football, parce qu'on sait que du côté de Saint-Étienne, il y a aussi souvent beaucoup de neige. N'est-ce pas, Fred ? Donc, oui, puisque les montagnes ne sont pas très loin, et puis le Massif central n'est pas très loin, puis les Alpes non plus, vu que c'est coincé entre les deux, donc, vu que c'est un peu une cuvette. Entre les deux, c'est ça, donc il y avait beaucoup de neige du côté de Saint-Étienne et on n'a pas pu jouer la rencontre ASSE Strasbourg. Donc ça sera reporté à une date ultérieure. Dernier match de cette 23e journée, c'est le choc entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain. Un superbe match, n'est-ce pas, Fred ? C'était une belle soirée de football. On a vu des gestes techniques, on a vu des beaux arrêts de gardien, on a vu des buts, et c'était assez sympa. Et comme une surprise au niveau du score aussi. Et oui, Lyon qui a arrêté la série du Paris Saint-Germain, la série en cours, en s'imposant 2-1. Et c'est pourtant le Paris Saint-Germain qui va ouvrir le score par Angel Di Maria à la 7e minute de jeu, donc ça commence fort pour Paris, déjà un but dans les 10 premières minutes. Mais ensuite, c'est Moussa Dembélé, 33e, qui sur un bon centre va en tous les cas devancer le gardien Areola, le gardien du Paris Saint-Germain, à la 33e minute de jeu. Il met une belle tête. Et ensuite, à la 48e minute de jeu, sur un penalty, c'est Nabil Fekir qui va doubler le score pour cette équipe de Lyon. Le Paris Saint-Germain a eu les occasions pour le 2-2, voire même le 3-2. Mais pour ça, il faut déjà égaliser. Et ce que n'a jamais, on va mettre les mots, les bonnes syllabes dans l'ordre, ce que n'a jamais pu réaliser le Paris Saint-Germain. Et les Parisiens s'inclinent 2-1. Bon, fallait bien que ça s'arrête un jour, cette série, c'est fait. En tous les cas, j'en connais un qui a dû être content en tribune, c'est Jean-Michel Aulas, parce qu'il y a eu des échanges de tweets avec des dirigeants du Paris Saint-Germain toute la semaine. Bon, après, bien sûr, c'est beaucoup d'intox pour faire monter un petit peu la sauce. Et on va justement écouter Thomas Tourel, l'entraîneur de cette équipe du Paris Saint-Germain, qui il retient la bonne deuxième période du Paris Saint-Germain. Et tout d'abord, Moussa Dembélé, le buteur. Pour lui, Moussa Dembélé est un ancien Parisien, mais pour lui, c'est un match comme un autre.
marquer un but tout court, c'est particulier. Donc voilà, c'est pas parce que je suis ancien parisien que j'ai ressenti plus de joie ou quoi. Voilà, c'était un gros match et j'ai marqué, je suis content de marquer, comme je suis un attaquant et c'est mon job de marquer, mais il n'y a pas de joie particulière. C'est mon but aussi de marquer, je suis venu ici pour ça et forcément je suis content, mais aujourd'hui il faut surtout valoriser l'aspect collectif et on a été solide défensivement et offensivement, on a su concrétiser et c'est ce qui fait qu'on a empoché 3 points aujourd'hui. On a fait beaucoup de décisions mal avec le ballon parce que c'était possible de faire plus de contre-attaque, ok. Lyon a joué dans cette minute, 25 minutes pendant la première mi-temps avec beaucoup de risques, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de qualité. Et ils ont fait le but mérité, c'était 1-1. Mais après, on a eu deux occasions, grandes occasions avec Angel Di Maria et Eddie Cavani pour marquer le deuxième but pendant le premier mi-temps. Ce sont des grandes occasions, ce sont presque 100% occasions pour faire un but. Et le deuxième mi-temps, j'aime beaucoup parce que je n'aime pas le résultat, pas du tout. Mais je ne peux pas, on ne peut pas contrôler le résultat, mais on peut contrôler notre performance. Et notre performance pendant le deuxième mi-temps était très complet. On a contrôlé le match, on a eu beaucoup de touches dans les surfaces adverses, on a eu beaucoup de récupérations très très haut dans les camps adverses. Et c'était pas possible de créer des occasions pour Lyon. Et ok, le penalty était décisif, mais c'est comme ça. On a eu beaucoup d'occasions de faire un match nul ou gagner, mais c'est comme ça. C'est comme ça, comme le dit si bien Thomas Tourelle, c'est comme ça. Ben oui, on ne peut pas toujours gagner. La série du Paris Saint-Germain, en tout cas, s'arrête du côté du Parc OL. On va vous donner le classement de cette Ligue 1 avec tout d'abord le Paris Saint-Germain qui reste en tête malgré sa défaite, car ils avaient aussi un bon nombre de points. Ils ont 10 points d'avance face à Lille, enfin derrière Lille en tout cas qui est à la poursuite. Le Paris Saint-Germain, donc je disais 56 points, derrière deuxième Lille 46 points, mais Lyon se rapproche des Lillois avec cette victoire à 43 points, il n'y a plus que 3 points d'écart. Saint-Etienne est quatrième avec 37 points, cinquième Montpellier 36, sixième Strasbourg 35, septième Reims 34, c'est vraiment très 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 serré cette Ligue 1. Jusqu'à Toulouse qui a 26 points, 14e. Ensuite, on retrouve Nantes 24 points. Ensuite, 16e Dijon 20 points, 17e Caen 18 points. Et premier barragiste pour le moment, 18e Monaco avec 18 points. Amiens 19e avec 18 points et 20e Guingamp 14 points. Prochaine journée, il y aura déjà ce mardi 5 février pour un match en retard de la 18e journée. C'est Marseille qui recevra Bordeaux à 19h. Ce vendredi 8 février, le match avancé de la 24e journée, ce sera donc ce vendredi comme je disais. Dijon recevra l'Olympique de Marseille à partir de 20h45. Arthur pourra peut-être nous en dire plus parce qu'Arthur n'est pas là ce soir, je pense que vous avez dû vous en rendre compte. On lui souhaite un bon rétablissement car il est grippé en ce moment, il a des maux de ventre. Je ne vais pas aller plus loin, je pense que vous auriez tous compris. Donc Arthur, on te passe le bonsoir bien évidemment et on te retrouvera sans doute lundi prochain si tu es remis. Ce samedi 9 février, poursuite de la 24e journée avec tout d'abord le Paris Saint-Germain qui recevra Bordeaux à 17h, Strasbourg-Angers, Nantes-Nîmes et Amiens-Caen à partir de 20h. Dimanche 10 février, poursuite et fin de cette 24e journée avec plusieurs matchs. 2 matchs à 15h, Montpellier-Monaco et Toulouse-Reims. 2 matchs à 17h, Rennes-Saint-Etienne et Guingamp-Lille. Et on retrouvera en grand format pour cette 24e journée Nice qui recevra Lyon à partir de 21h. Ça devrait être aussi un beau match, on l'espère. Au classement des buteurs, Kylian Mbappé est en tête avec 18 buts, suivi de Nicolas Pepe, 16 buts. Edinson Cavani, lui, est en 3e position avec 16 buts. Je pense qu'on en a terminé avec la Ligue 1.